Voyage en récit, Baptiste Detombe. et Geoffroy Scrive. Pour notre conversation aujourd'hui, Baptiste Detombe, nous allons remonter à 1933, à la ville de Chicago. Je vais tirer ce mot simplement de la conclusion de votre ouvrage paru chez Artege, intitulé L'homme démantelé, et en sous-titre Comment le numérique consume nos existences. C'est un sujet fascinant, c'est un sujet préoccupant. Et pourquoi 1933 ? Parce qu'en cette année-là, vous écrivez « Une tâche nous revient alors, rendre à l'homme sa liberté en l'affranchissant de ce qui l'éloigne de lui-même. Il faut tout faire pour que jamais ce slogan de l'exposition universelle de Chicago de 1933 ne devienne réalité. La science trouve, l'industrie applique, l'homme s'adapte. » Donc vous constatez une adaptation contrainte, forcée, peut-être forcenée, et souvent volontariste de l'homme par rapport à ce numérique qui nous englobe, qui nous envahit, qui nous aide bien souvent, et qui nous consume. Oui, c'est tout à fait ce que je décris, c'est-à-dire que on voit un phénomène technique qui se déploie, le numérique est un très bon exemple, et à chaque fois, les populations concernées n'ont pas leur mot à dire par rapport à la technique en question. À chaque fois, ils en subissent les conséquences dans leur quotidien, la société elle-même est amenée à se transformer, et c'est devenu même un impératif pour survivre finalement au monde qui est, au monde qui vient et à la compétition internationale, que de souscrire à ce qu'on appelle aujourd'hui la transition numérique. Et ce qui se passe en fait, c'est que absolument toutes les sphères de la vie sont concernées. L'individu doit souscrire effectivement, par exemple, l'application SNCF pour pouvoir prendre des billets de train. Les réseaux sociaux deviennent aussi des préalables, ne serait-ce que pour la recherche d'emploi. Au niveau plus collectif, beaucoup de services publics sont quasiment entièrement digitalisés. Donc ce qu'on observe, c'est que ce monde numérique s'impose à nous. Et c'est ce que décrivait le philosophe Jacques Ellul, c'est que malheureusement, à chaque fois, il y a comme un retard par rapport à l'appréhension des phénomènes techniques. Ils arrivent à nous et les capacités psychiques et politiques de mettre en place des résistances, des limites, des barrières éthiques sont toujours malheureusement retardataires. Ce qui pose des problèmes pour notre capacité en fait à anticiper ces phénomènes-là et notre capacité non pas à les subir, mais à vivre avec. Je ne dis pas qu'il faut absolument mettre en cause tout développement numérique, il y a aussi du bon là-dedans, mais cela implique de pouvoir au moins discerner où est-ce que l'on veut du numérique dans notre vie. Et le problème qui se pose pour nous, c'est que ce choix-là n'est jamais posé. Vous citez Jacques Ellul, on peut penser évidemment à Michel Serres également, notamment avec son fameux livre La Petite Poussette. On l'avait trouvé très positif sur ses idées, et finalement à la fin de sa vie, par exemple dans certains propos tenus à la Grande Librairie, dans l'émission de la Grande Librairie, il se montrait finalement beaucoup plus circonspect, ou sinon méfiant par rapport aux GAFA par exemple, et par rapport à cette technique, reconnaissant que peut-être, oui, il y avait là aussi un leurre, en tout cas un danger. Exactement, alors Michel Serres, malheureusement, c'est l'académicien dont je me sers en introduction pour venir dire à quel point il y a pu avoir une forme d'aveuglement par rapport au développement numérique. Il disait que les nouvelles têtes de demain penseront différemment parce qu'ils auront accès à un savoir démultiplié dans leurs écrans, qu'en fait la place du professeur serait forcément amenée à être obsolète, l'écran le remplaçant, et ces nouveaux cerveaux seraient dotés de capacités de synthèse, de structuration très différentes, voire meilleures que leurs prédécesseurs, parce qu'ils pourraient enfin se libérer un petit peu du carcan du savoir pour n'avoir qu'à être dans la méthodologie rigoureuse. Évidemment, cela ne se concrétise pas comme on l'aurait voulu, les données du ministère de l'Éducation nationale sont assez parlantes, et il est vrai que le temps passant, Michel Serres a dû relativiser son jugement. Et cela était bienvenu parce qu'effectivement... relativiser et reconsidérer, pardon. Et reconsidérer. C'est une très bonne chose qu'il l'ait fait, mais il est intéressant dans la mesure où il traduit en fait un état d'esprit, une façon de concevoir le progrès technique. Et là aussi, donc on parlait de Jacques Ellul, c'est intéressant parce que Jacques Ellul considère que tout progrès technique et matériel n'est pas forcément adossé à un progrès moral, un progrès spirituel, un progrès de bien-être aussi. Et le fait est que, et on retrouve ici, le progrès numérique, donc technologique, a été décuplé
par ces révolutions, et cependant, on observe que le mal-être psychique lui aussi a été décuplé, que les capacités d'expression orale, d'aisance relationnelle ont été aussi détériorées, et donc effectivement, malheureusement, nous faisons face aujourd'hui à une forme de déconvenue, une désillusion par rapport à ce qui avait été pronostiqué comme enfin révélateur d'un monde nouveau. Donc Michel Serres incarne un peu ce moment de bascule où après l'apothéose des réflexions optimistes sur l'avenir, eh bien nous en sommes réduits à considérer finalement que la révolution ne sera pas aussi belle que prévu. Alors c'est assez étonnant de vous l'entendre dire dans le sens où vous appartenez à cette génération qui est née avec ça. Vous êtes quand même très jeune, vous n'avez peut-être pas 30 ans. 25 ans. Voilà, donc comment avez-vous pu prendre vous-même ce recul ? Comment vous posez la question ? Est-ce que ce sont vos parents ? Est-ce que c'est des aînés quelque part qui vous ont fait toucher du doigt la différence entre votre génération et la leur ? Ou est-ce venu naturellement ? Alors, il y a deux choses, je pense, essentielles. La première, c'est effectivement les parents. Les parents ont posé rapidement un cadre dans l'accès au numérique. Nous avions le droit à l'ordinateur, évidemment, mais de manière très circonscrite dans le temps. C'était 1 heure par jour de repos. Donc, le fait est que on était contraint de vivre l'existence physique, hein, ce qui peut paraître bête, mais ce qui n'est plus le cas ordinaire pour les générations qui viennent. Donc ça, c'est un point important. Donc j'ai eu à vivre cela, et je pense que j'ai toujours été assez sensible déjà au livre, à la lecture, à l'attention que ça pouvait exiger, mais plus encore peut-être à la discussion, à la relation humaine, au regard qui se croise, à la présence à l'autre. Et ça peut paraître bête, mais lorsque des amis donc venaient à moi et restaient en fait les yeux rivés sur le portable à scroller, ça me posait question. Ça me posait question parce que je me rendais compte d'une distance qui s'opérait et en fait d'une expérience humaine qui est dégradée. Et je pense que cette sensibilité que j'avais à la relation humaine m'a rapidement fait dire ça m'ennuie le portable. Donc voilà, protection assez anticipée par les parents, goût pour la relation humaine, attention à la lecture. Je dirais que ces 3 composantes ont fait que j'ai pu prendre un peu de recul par rapport à ce qui nous arrivait, et c'est ce qui a pu motiver aussi l'écriture du livre. Vous avez dit que le portable vous ennuyait. Alors on va peut-être pas simplement rester au stade de l'ennui, c'était peut-être un problème aussi qui se posait à vous, peut-être un problème serait-ce humain, enfin on est dans le domaine de l'anthropologie même. Tout à fait. En fait, il y a 2 choses qui sont produites aussi que j'ai pas ici évoquées, c'est qu'en plus de ces traits que j'avais, il y a aussi des expériences du quotidien où j'ai vu des personnes en souffrir. J'avais des gens très proches qui malheureusement étaient complètement addicts aux jeux vidéo, hein. C'est ce que l'OMS appelle le gaming disorder, et c'est ce qui empêche aussi complètement de s'intéresser à autre chose que l'écran, et c'est ce qui coupe aussi malheureusement des relations familiales. Et j'ai connu des gens très proches qui malheureusement ont subi cela. J'ai un camarade aussi en foyer étudiant à Paris qui pareillement passait des nuits blanches entières pour subir l'algorithme, voir des vidéos en l'occurrence à l'infini. Malheureusement ne dormait quasiment plus, n'allait quasiment plus en cours. J'ai dû lui prendre le téléphone le soir pour l'aider aussi à se relever il y a seulement 2-3 ans. Donc tout au long de mon jeune parcours, j'ai pu voir finalement des cas stéréotypés finalement de l'emprise numérique sur une génération, et qui me semblait parfois pas assez bien compris par la génération antérieure, qui elle n'avait pas connu cette forme d'emprise dès le plus jeune âge par l'écran. Et c'est pourquoi j'ai voulu donc écrire ces lignes. On va prendre encore un deuxième passage de votre ouvrage. L'éducation. Souvenons-nous d'une chose, éduquer aux écrans est une tâche vaine. Donc là, on va aller contre certains messages de l'éducation nationale, oui. Du moins ce qu'il en reste. Elle relève au mieux du vœu pieux, au pire, elle trompe. Dans le cadre actuel du système numérique, aucune voie de sortie n'est possible par l'éducation citoyenne. Les écrans sont faits pour endormir notre conscience. Par exemple, le cas de votre ami qui justement ne dormait plus. Quelque part, si on veut faire un jeu de mots, ils sont faits pour contourner notre vigilance. Leur but est de nous monopoliser. Qu'importe les moyens, qu'importe les conséquences, il n'y aura donc pas de liberté de l'homme dans un monde du numérique, car le numérique est bonnement fait pour nous aliéner. Le mot est fort, hein ? Oui. Donc vous pensez que c'est voulu ? Ah, c'est voulu. C'est voulu, c'est un constat objectif. Il existe des laboratoires spécialisés pour justement permettre de développer les meilleurs procédés possibles pour capter l'attention des personnes, l'attention étant par la suite valorisée, c'est-à-dire que les données qui sont produites peuvent être soit revendues, soit favoriser des collaborations commerciales pour les plateformes qui peuvent après vendre leurs produits par l'intermédiaire de ces puissances numériques. Donc le fait est qu'il y a un pouvoir marchand derrière tout cela, et
Le Stanford Behavior Design Lab, par exemple, qui est basé dans la Silicon Valley, réunit les meilleurs ingénieurs, les meilleurs psychologues pour produire ces procédés. Donc c'est des choses bêtes, c'est l'algorithme, ça va être l'interface numérique, les couleurs utilisées. Tout cela a été conçu et voulu effectivement pour que l'individu perde le contrôle sur la machine. L'objectif, c'est effectivement que son temps d'écran soit maximal afin de valoriser la donnée qu'il produira. Et c'est la raison pour laquelle effectivement, vous faites bien de le relever. Je suis assez critique par rapport au message qui vise à responsabiliser l'individu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le message de responsabilisation des individus, c'est le message que prônent les GAFAM et toute l'industrie numérique depuis maintenant 10-15 ans. Le problème, ce n'est pas nous, le problème, ce sont les individus qui n'arrivent pas à gérer leur consommation. Le problème, ce sont les parents qui n'imposent pas un cadre assez strict. Alors que l'éducation nationale donne aux lycéens et aux collégiens, bien souvent, des ordinateurs portables, des tablettes. Donc on voit qu'il y a une forme d'incohérence par rapport à ça et que prôner l'éducation, c'est aussi reprendre les éléments de langage en fait d'une industrie qui a intérêt à se défausser de sa part de responsabilité sur des dégâts qui sont colossaux et que les générations présentes ont vécu et continuent de vivre. Donc je pense qu'il y a une forme de naïveté à penser que nous pouvons, avec notre seule volonté, notre seule persévérance, contrôler l'hydre numérique. Le fait est qu'à chaque fois nous sommes perdants, que cela a été fait pour que nous perdions et que nous serons jamais, même avec toute la puissance du monde, nous serons jamais supérieurs à notre cognition, à notre biologie et à ce qui nous amène malheureusement souvent à tomber, voire à sombrer à cause des écrans. Est-ce que le fait de voir l'homme perdurer depuis sa création est un motif d'espérance et d'optimisme pour vous, au point de vous dire que aucune génération n'a connu ce que nous connaissons aujourd'hui avec ce numérique, mais l'exemple des générations passées par rapport aux guerres, aux conflits qu'ils ont pu connaître, aux problèmes éthiques et sociaux qu'ils ont pu connaître, nous permettra de prendre les bonnes mesures et de dépasser cela. Tout à fait. Alors, on peut y voir beaucoup de pessimisme dans l'ouvrage. Le fait est que je pense qu'il faut être très lucide par rapport à ça. C'est René Char qui disait que la lucidité était la brûlure la plus proche du soleil. Et si le soleil, c'est la vérité, alors j'espère m'être beaucoup brûlé. Le fait est que je veux vraiment aller au fond des choses et je ne veux pas simplement dire des propos pour rassurer mes figues, mes raisins. C'est bien, mais ça peut être bon aussi. Effectivement, c'est le cas, mais ce qu'il faut, c'est comprendre le système entier, comment est-ce qu'il se déploie et quelles conséquences cela génère. Donc oui, effectivement, le passé est source d'exemples et source aussi d'espérance, et en cela, il faut vraiment s'y raccrocher. Et le fait est que je pense qu'il y a de quoi être optimiste pour la suite, parce que le philosophe Hegel parlait de dialectique. Absolument tout phénomène appelle son contraire. Lorsque la droite est au pouvoir, la gauche prend de l'aisance, et inversement. Et en fait, c'est pareil pour quasiment toute chose, chaque chose appelle son contraire. Donc c'est le mouvement dialectique, c'est le oui et le non. Et là aujourd'hui, on était dans une phase dans laquelle la technique était le salut de l'humanité, la technique représentait cette volonté progressiste de prendre le contrôle sur le monde, d'une humanité qui enfin arrivait à un stade prométhéen où elle pouvait, disons, s'estimer complètement maîtresse tant de l'environnement que de son prochain, que la technique, bref, toute puissante. Et progressivement, avec les questions climatiques, écologiques, avec les questions aussi de manque de maîtrise technologique sur ce que nous déployons, l'IA est un bon exemple très récemment, on commence à prendre du recul, on commence à comprendre que un phénomène technologique a aussi des incidences anthropologiques, des incidences psychologiques, sanitaires, sociologiques, qu'en fait on ne pouvait pas l'ignorer éternellement. Et donc, pour revenir à votre question, il y a aujourd'hui un véritable mouvement de balancier. On voit effectivement qu'après avoir subi la vague numérique de plein fouet, comme la Corée du Sud, des véritables centres pour désintoxiquer les jeunes sont créés pour 2-3 semaines sans portable, ce qui dans ce pays-là où le numérique est hégémonique est une véritable révolution, une véritable souffrance pour les jeunes qui y passent, mais c'est une transition qui leur fait du bien. Et le fait est que l'Australie maintenant a aussi mis en place un âge minimal effectif. Donc on voit que ce moment en fait de dégradation du potentiel cognitif, psychique de la jeunesse ne pouvait pas durer éternellement si les nations, si les peuples voulaient rester tant dans la compétition internationale que aussi préserver une forme d'homogénéité, une forme de bien-être culturel, une forme de bien-être psychique aussi. Donc il y a vraiment un impératif qui s'est imposé, j'ai envie de dire, au pouvoir public, et c'est pourquoi en fait tout porte aujourd'hui à l'espérance. Vous avez rencontré il y a quelques jours la ministre déléguée à l'intelligence artificielle oui. Et au numérique. Quelles ont été vos conversations justement sur ce sujet ? Peut-être avait-elle eu vent de votre ouvrage ?
Alors effectivement, je l'ai rencontré lors du salon Un livre à Noël qui se déroule près de Vannes à Auray, donc en Bretagne. Et ce qui est intéressant effectivement, c'est que la ministre a voulu passer des mots aux actes. Sa prédécesseuse Clara Chapaz parlait effectivement de mettre en place un âge minimal effectif, et depuis août 2025, la Commission européenne a publié des lignes directrices qui rendent enfin possible l'action des États membres sur ces questions-là. Alors ça reste un document normatif assez faible, donc c'est pas non plus un véritable boulevard, mais aujourd'hui sur le plan juridique c'est possible. Donc elle m'avait dit, on vient de m'avoir parlé ensemble, qu'elle était enfin passée en fait du discours d'Emmanuel Macron, de la majorité présidentielle sur le numérique, aux actes. Et donc effectivement, une proposition de loi sur les questions sur la mise en place d'un âge effectif pour l'accès aux réseaux sociaux sera bientôt en discussion à l'Assemblée nationale, c'est un fait. Voilà, donc ça c'est un fait. Et plus encore, on a dû parler à ce moment-là aussi de l'IA. Et ce que j'ai voulu rappeler lors de la table ronde qui nous a rassemblés, c'est que l'IA est une question qui se pose, mais sur différents champs. Il y a un champ qui est professionnel, où une IA spécialisée, donc avec marchant en circuit fermé, peut être extrêmement utile, permettre des gains de productivité dans la mesure où on fait attention à des questions symboliques et éthiques qui font que chacun aussi trouve sa place au travail, et surtout que le sens ne se perd pas derrière l'écran, qui dilue aussi la présence à l'autre. Ça c'est un point important. Mais je lui dis, en revanche, il y a un autre champ qui est aussi important, c'est le champ quasiment anthropologique, éducatif, humain, qui lui dans le social. Et ce champ-là, avec la pénétration de l'IA générative, pose question. Ce que je décris dans le livre sur le numérique va être encore décuplé dans des proportions considérables par l'IA. Et c'est pourquoi je lui ai dit, je pense que là aussi, comme pour le numérique, il faut des mesures pour périmétrer, mettre un périmètre, des barrières finalement à l'hégémonie de l'IA. Alors là, ça peut paraître un peu flou, mais très concrètement, ça veut dire interdire les procédés qui rendent l'IA addictive, donc le fait qu'elle soit extrêmement sympathique, extrêmement affable, le fait qu'elle mette des smileys, qu'elle relance les questions, qu'elle donne une forme d'illusion, d'anthropomorphisme, ça c'est un point important, mais ça peut aussi être, pour l'IA générative, mettre en place aussi un contrôle de l'âge effectif pour les mineurs. Bref, il existe aussi des voies d'accès pour lesquelles le débat public est plus ou moins prêt, mais le fait est que nous allons forcément devoir à un moment y recourir parce que nous faisons face à un péril qui est, je le dis dans le livre, qui est civilisationnel. Vous avez indiqué au début de notre conversation, Baptiste de Tombe, le constat de certains de vos amis à l'époque, plus jeunes, quand vous étiez plus jeunes, qui étaient complètement accaparés par leur portable. Donc aujourd'hui, on imagine que pour écrire ce livre, pour le travail que vous exercez ici à Paris, vous devez forcément utiliser un téléphone portable, numérique, des applications diverses et variées, un ordinateur, etc. Comment faites-vous votre propre contrôle ? C'est-à-dire que puisque vous constatez que ce numérique nous transforme par son utilisation, comment vous contrôlez-vous les transformations que ça opère en vous ? Alors, j'en parle d'autant mieux que je suis un produit aussi de cette ère numérique. Donc, j'ai un téléphone portable, un smartphone, j'ai un ordinateur portable aussi. Bref, je suis très connecté, j'ai absolument quasiment tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un fait. Cependant, c'est parce que je m'immerge dans ce monde-là aussi pour pouvoir agir, parce que c'est aussi un espace en soi où l'action est possible, que pour autant, je subis absolument tout ce qu'il a produit. Après, petite nuance quand même, j'écris ce livre aussi parce que moi-même j'étais en prise avec ces réseaux sociaux. Moi aussi je perdais le contrôle en fait de ces algorithmes qui étaient évidemment plus forts que moi. Mais si moi qui ai 25 ans, qui ai lu des centaines d'études sur le sujet, qui suis très conscient des conséquences philosophiques que ça peut avoir et anthropologiques, je n'arrive pas à résister à l'algorithme d'Instagram, sans vouloir me vanter, je pense qu'un enfant de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans ne sera pas meilleur que moi en fait pour résister à ce tsunami numérique. Donc je pense que là-dessus il y a un vrai sujet. Et moi concrètement au quotidien, eh bien j'ai mis en place des mesures, j'ai envie de dire prophylactiques, comme pour la pandémie de Covid, pour éviter en fait d'être soumis à cette industrie numérique. Et en l'occurrence, mon téléphone est en permanence en mode silencieux, sauf appels très importants, mais ils sont extrêmement rares, je pense, dans une vie, ces appels qui nécessitent d'être absolument connectés. Les notifications aussi ont pu être plus ou moins arrêtées pour plusieurs réseaux sociaux où je considérais que c'était pas forcément important, parce que la notification c'est important. La notification
l'application, elle vient créer l'événement, elle vient créer l'impératif. Elle ne dit plus vous êtes libre d'accéder à l'interface numérique quand vous le voulez. Elle dit non, c'est moi qui déciderai lorsque vous aurez à venir à moi. Et donc en fait, on perd le contrôle. Elle nous absorbe. Et déjà là, on voit qu'il y a un problème. La notification agit plus ou moins comme l'hameçon pour le poisson. Et sauf que nous sommes les poissons. C'est bien là qu'est le problème. Donc il y a plusieurs. Là, je parle de choses extrêmement simples à mettre en place en soi. Hein. Après, il y a des choses qui marchent moins bien, mais qu'on peut aussi évoquer. Hein. L'écran noir et blanc aussi. Les couleurs sont faites pour nous attirer. Donc l'écran noir et blanc est un bon moyen aussi de prendre un peu de recul. Et enfin, le minuteur. Mais là, j'ai vraiment donné que des solutions, j'ai envie de dire, très paramétriques. Les vraies solutions qui ont pour moi eu un effet majeur, ce sont celles de périmétrer encore une fois le numérique. Comment le périmètre? En décidant que le téléphone ne devait pas forcément être le siège des réseaux sociaux les plus dictogènes. Ça veut dire que on délocalise ces réseaux sociaux sur un ordinateur portable, un ordinateur fixe, sur lequel donc on n'a pas accès tout le temps parce qu'on est parfois en transport en commun, au travail ou autre, et ainsi on limite en fait les moments où l'on sera connecté à Facebook. Moi en fait j'ai dit que j'avais tous les réseaux sociaux, c'est vrai, mais pas sur mon portable. Sur mon portable, j'en ai très peu. Twitter, il est seulement sur ordinateur. LinkedIn aussi. Et c'est là, en fait, où on comprend que on peut choisir aussi les moments, finalement, où on a à subir ça. Mais comme on a conscience que l'algorithme est fait pour nous aliéner, eh bien, il faut choisir les moments, en fait, où on pourra y accéder. Et le fait de délocaliser ces applications autre part que sur le téléphone, c'est un moyen de prendre un peu de recul par rapport à ça et de ne plus subir. Et c'est exigeant également. Il faut une exigence morale presque pour s'y tenir, pour ne pas déborder. Mais vous avez infiniment raison, et c'est bien là qu'est le problème, c'est que, en fait, là, il faudrait quasiment que chaque citoyen ait un bac plus 5, plus 6, plus 7, en maîtrise des outils numériques pour comprendre comment prendre du recul de la distance par rapport à ça. Et cela n'est pas viable. Cela n'est pas possible. On peut pas exiger de chacun, des gens qui ont des boulots parfois très précaires, ou alors qui prennent un temps monstrueux, qui ont des familles nombreuses. C'est pas possible pour chacun de prendre une attention extrême à l'emprise du numérique sur chacun. C'est pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle je ne suis pas là à prôner l'action individuelle qui est hautement culpabilisante et qui revient à dire c'est de votre faute actuellement si vous êtes esclave du numérique. Alors effectivement, il faut agir et je suis premier à aider les personnes qui le souhaitent pour agir. Mais la solution réside à un niveau macroscopique, à un niveau politique. Alors je vais revenir sur ce que vous disiez au sujet de la Corée. Je vais faire un parallèle, ou plutôt une digression. Quand on pense au livre d'un certain Ernst Junger qui a connu le développement technique à travers tout le XXe siècle, quand vous passez de sa figure du travailleur après la Première Guerre mondiale, donc une confiance, enfin une espérance dans une technique décuplée pouvant rendre l'homme maître de tout son univers, et ce qu'il défendra plus tard dans le recours aux forêts, c'est-à-dire le retour sur soi, l'intériorité, la recherche spirituelle. Je vais faire le lien avec la Corée où vous disiez qu'il y avait des jeunes qui partaient pendant 2 semaines dans un centre où il y avait complètement déconnecté du numérique. Procédez-vous vous-même parfois à des retraites en abbaye? Alors, étant converti depuis 2023, donc depuis seulement 3 ans à peine. Bravo. Merci. C'est pas une pratique que j'ai eu coutume de faire en amont, j'ai envie de dire. En revanche, j'ai effectivement fait une retraite récemment, enfin il y a 2 ans déjà de cela, et je compte réitérer l'expérience. Et par ailleurs, une de mes bonnes résolutions de l'année 2026, ce serait de faire des retraites annuelles durant lesquelles je pourrais prendre un peu de recul par rapport à ces écrans, parce que justement je suis dedans, je fais beaucoup de communication autour de mon livre, malheureusement c'est aussi le devoir de l'auteur que d'en parler, vous l'avez très bien vu, et donc le problème de cela c'est que ça m'amène à être plus connecté que je ne pouvais l'être en fait en amont du livre. Donc je pense que ce sera nécessaire aussi que de prendre conscience d'à quel point cela prend une place dans ma vie qui est importante, à travers ces retraites qui sont des moyens de reprendre contact avec une temporalité plus courte, avec une attention qui est moins fragmentée, avec finalement toute l'unicité de sa personne. Parler de la personne, aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, évidemment, c'est l'image, décorrélée de tous les autres sens. Nous allons revenir sur un terme que je n'aime pas employer, parce que c'est un anglicisme, les selfies, c'est-à-dire, ça dit bien en même temps ce que ça veut dire, c'est moi au centre, il faut qu'on me voie, on peut se prendre en photo devant la Joconde, mais ce qui importe, c'est le soi plutôt que la Joconde. Bref. Eh bien, faisons un tour du côté de chez Hannah Arendt, que vous citez souvent dans cet ouvrage. Dans un chapitre intitulé « Mon ami » entre guillemets, ce geôlier virtuel, vous finissez par ces lignes. Nous allons alors finir par réaliser ce que Hannah Arendt craignait, c'est-à-dire abandonner son individualité, sa peine et son inquiétude de vivre encore individuellement sentie et acquiescer à un type de comportement hébété, tranquillisé
et fonctionnel. Et ça, c'est un passage de condition de l'homme. Tout à fait. Le risque avec l'hégémonie numérique, c'est que nous ne soyons plus capables d'avoir un libre arbitre fonctionnel, d'avoir des impulsions qui viennent de nous. Nous habituons progressivement à tant déléguer, que ce soit à l'IA ou à l'écran, à la machine, que c'est à unification de nous dire « Ah tiens, nous avons un rendez-vous avec Geoffroy aujourd'hui. Ah tiens, nous avons tel impératif professionnel à tel moment. Ah tiens, il faut nous allions courir pour alimenter l'application Strava. » Bref, absolument tout ce qui fait notre vie est régenté progressivement par l'écran. Ce qui fait que nous nous dépossédons progressivement parce que nous n'arrivons plus à avoir une forme de liberté par rapport à nous-mêmes, dans la mesure où il faut absolument tout optimiser, et que l'appel à l'optimisation implique que l'écran, que le numérique est ce qu'il y a de plus efficace. Le numérique, sur le plan étymologique, c'est numerus en latin, ce qui veut dire le nombre en fait. On peut absolument tout quantifier à travers l'écran, et c'est en quantifiant absolument tout qu'on peut rendre tout optimal. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et plus encore, ici, je parlais aussi de singularité, enfin c'est ce qu'évoque Hannah Arendt. Effectivement, ça c'est un problème important. Il faut savoir, et ce sont des études en sciences cognitives qui l'ont montré, que lorsque l'on partage un article, par exemple sur Facebook, sur Twitter, eh bien c'est la zone de la représentation sociale de soi qui est activée. On se demande ce que les autres penseront de ce qu'on a partagé. Donc ma thèse, c'est de dire effectivement, ça nourrit l'ego, le réseau social, c'est un fait, mais je pense que plus encore, c'est une perte de singularité humaine qui est présente, et c'est une forme de conformisme numérique, paradoxalement, qui naît de l'écran. Et c'est une baisse de liberté également. Et c'est une baisse de liberté, et de capacité à s'émerveiller. Et oui. Le fait est que, donc, point intéressant, l'algorithme personnalisé a pour fonction de sortir plus ou moins les contenus des gens que nous suivions auparavant. Nous n'allons pas seulement voir l'image partagée par un ami, le propos partagé par la famille. Non, ça va être les contenus les plus populaires qui vont être déversés dans notre fil. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que nous sommes de plus en plus nombreux à être soumis au même contenu. Donc effectivement, il y a une question de liberté, d'uniformité qui arrive aussi pour chacun d'entre nous, et ça pose problème. Parce que comment est-ce que nous arrivons à nous accepter comme nous sommes lorsque nous voyons tous les jours, matin au soir avant de se coucher, des modèles sociaux qui sont régentés par l'écran et qui créent un consensus quasiment écrasant sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc j'ai peur effectivement que ce monde-là prépare un monde où la déviance est directement considérée comme pathologique. Et c'est ce que je dis dans le livre. C'est Orwell, quoi. C'est un peu Orwell. Et lorsque je parle par exemple de la démultiplication des dyslexiques, dyspraxiques, ou encore des HPI, au potentiel intellectuel, pour moi tous ces phénomènes-là qui sont en pleine explosion exprime une incapacité à exprimer une différence si elle n'est pas directement pathologique. Si en gros, s'il n'y a pas un diagnostic par un médecin pour le justifier. Ce qui montre qu'on n'arrive plus à accepter qu'on puisse parfois un peu diverger d'une norme qui autrefois était peut-être un peu moins oppressante, je pense, paradoxalement. À l'heure de l'individualisme et à l'heure où on parle d'atomisation. C'est pour moi ici un paradoxe assez intéressant. Peut-être pour finir, Baptiste de Tombe, pouvons-nous donner la parole justement, comme vous le faites dans cet ouvrage, à Saint Paul. Vous écrivez ceci. Alors, ferons-nous comme l'ascendant de Jean d'Ormesson, qui se raccrochait à Dieu comme à une bouée d'éternité dans la débâcle du temps, ou privilégierions-nous une approche libérale comme celle promue par saint Paul, voulant que, malgré toutes les tentations que la technique renferme, vous en avez exposé bon nombre ici, oui, nous parvenions à nous élever contre elle et à ne pas en devenir esclaves. La première épître aux Corinthiens est claire. Citation. « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai, moi, dominer par rien. » Ce n'est pas un propos orgueilleux de saint Paul. Dans ce moi, c'est une vigilance qui, écrit en son temps, demeure et sans doute demeurera pour toujours. Tout à fait, c'est un petit peu ce que je dis lorsque je fais des conférences devant des lycéens. Je leur dis, écoutez, il y a un moment où là, votre vie actuellement est entre vos mains. Vous pouvez vous transformer. L'âge dans lequel vous êtes, c'est un âge à fort potentiel parce que c'est un âge où la plasticité cérébrale est importante, un âge où vos passions ne sont pas encore figées, où vos cercles sociaux sont encore en pleine construction. Et donc c'est un âge en fait où ce que vous serez demain est actuellement en jeu. Et donc il est question à un moment de savoir quelles limites on place par rapport
à ces pulsions que le numérique veut que nous consommions. Le numérique a pour but de nous avilir, dans le sens où il veut qu'absolument nous cédons à chaque fois notre instinct. C'est son but premier, parce que c'est ainsi que nous restons le plus longtemps, c'est lorsque nous faisons preuve d'aucun esprit critique, d'aucune capacité à prendre du recul, un recul réflexif sur l'action de scroller de manière quasiment zombifiée pendant des heures et des heures. C'est leur but que de déteindre finalement cette pensée, cet ego qui n'est pas l'orgueil, qui nous fait dire mon jeu mérite d'exister, ne serait-ce que parce que j'ai une vie à consacrer à l'autre, à consacrer à Dieu, à consacrer à soi-même aussi. Et ça, c'est un point qui me semble essentiel. Et demain, il faudrait effectivement rappeler que cette vie-là n'est pas un donné, n'est pas un acquis, mais est un construit permanent, est une action qui nécessite de l'effort en permanence pour qu'elle soit porteuse de fruits. Et on en vient donc à la parabole des talents, c'est-à-dire que nous avons tous des qualités, des charismes qu'il nous faut parfois dévoiler, et c'est le jeu de la vie que de nous montrer au fil du temps ce que nous avons de beau en nous, mais le fait est que ces talents-là ne peuvent être déployés, ne peuvent être fructueux que si nous prenons le temps d'agir dans la cité, d'agir pour nos frères, d'agir pour nos amis, d'agir pour Dieu. Merci beaucoup Baptiste de Tombe. Avec plaisir.